Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les autorités camerounaises démentent la prise de la ville de Kerawa par Boko Haram. L'armée aurait réussi à repousser l'offensive du groupe terroriste. L'Inde et l'Afrique se rencontrent du 26 au 29 octobre prochain. La capitale indienne New Delhi accueille un forum de partenariat. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus. Et la Banque africaine de développement annonce la mise en place d'un fonds de facilitation des financements des femmes. 300 millions de dollars y seront consacrés. Mais tout d'abord au Congo, alors que l'opposition a renoncé à manifester ce dimanche, l'archevêque de Brazzaville a lancé un appel pour, dit-il, sauver la cohésion nationale. Il invite notamment la classe politique à revenir à la voie du dialogue. Les Congolais sont appelés à se prononcer dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Ce vendredi, la ville camerounaise de Kerawa était annoncée aux mains de Boko Haram, une information démentie par les autorités. Le ministre de la Communication, Bakary Sachiroma, a indiqué que l'armée a réussi à repousser l'offensive du groupe terroriste Ibrahim Ndiaye. Le Cameroun a démenti l'information selon laquelle la localité de Kerawa, située dans l'extrême nord du pays, est entre les mains des islamistes de Boko Haram depuis ce vendredi 23 octobre 2015. Boko Haram, la branche ouest-africaine de l'État islamique, avait mené une première attaque la veille jeudi 22 octobre. Les combats avaient fait 8 victimes. Mais pour les autorités camerounaises, les forces de défense ont mis en échec le projet des terroristes. L'information n'est pas exacte. Il y a eu des médias qui ont annoncé que Kerawa était occupé par Boko Haram. Nous avons eu à intervenir pour apporter un démenti catégorique, pour une bonne et simple raison que même avant que les forces de la ligne de front ne mutualisent leurs moyens, avant que nous ne recevions l'aide des pays amis, dont la France, les États-Unis et autres, nos forces de défense et de sécurité, à elles seules, ont tenu tête à Boko Haram, qui n'a jamais réussi à occuper un seul centimètre carré de notre territoire. Pour de nombreux analystes, cette attaque montre que Boko Haram conserve encore aujourd'hui une force de nuisance malgré la mobilisation internationale. L'État camerounais essaie de s'organiser pour faire face à l'offensive asymétrique de Boko Haram. Mais ceci étant, Boko Haram arrive quand même à perpétrer des incursions aux frontières, notamment pour la recherche des ressources alimentaires, ce qui n'est pas facile pour le dispositif camerounais parce que on ne peut pas étendre le long de la frontière les militaires 24 heures sur 24. On observe plutôt qu'il y a une bonne organisation du dispositif militaire le long de la frontière. Même si ce dispositif reste insuffisant, il faudrait peut-être que l'entrée opérationnelle de la force multinationale mixte soit effective pour qu'une bouffée d'oxygène puisse être ressentie côté camerounais pour enfin contenir cette menace terroriste. Outre les forces de la coalition composées de soldats de plusieurs pays africains, la lutte contre Boko Haram mobilise également les forces des pays partenaires. Les États-Unis ont décidé d'envoyer 300 militaires au Cameroun, des soldats qui devront mener des missions aériennes de reconnaissance, de renseignement et de surveillance. Le 3e sommet du forum Inde-Afrique a lieu du 26 au 29 octobre prochain. L'événement a lieu à New Delhi, la capitale indienne. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus. Les échanges devraient porter essentiellement sur la coopération commerciale et les investissements. Théograce Espodo. Ce forum Afrique-Inde a pour objectif de consolider les liens économiques, politiques et diplomatiques entre l'Inde et les pays du continent. Les ressources naturelles du continent africain font l'objet de convoitises. Depuis plusieurs années, les rencontres se multiplient entre l'Afrique et les puissances économiques mondiales. Sommet Afrique-Europe, sommet Afrique-États-Unis, sommet Afrique-Chine, entre autres. Pour les observateurs, l'Inde ne peut pas rester à marge de cette dynamique. L'Inde est une puissance émergente qui a besoin à la fois de matières premières pour maintenir sa croissance, qui est énorme, et également pour trouver des débouchés pour écouler cette production. Donc pour l'Inde, les raisons économiques sont très claires, mais au-delà des raisons économiques, il y a également des raisons diplomatiques. L'Inde cherche depuis plusieurs années un statut de pays membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un combat que l'Inde porte depuis des années. L'Inde cherche à jouer un rôle majeur au niveau de l'OMC pour poursuivre son ascension économique. Et donc l'Inde voit dans le continent africain un potentiel allié de taille. Cet événement sera l'occasion d'engager des consultations entre chefs d'État, chefs de gouvernement et le gouvernement indien.
Pour les analystes, l'Afrique doit avoir une position commune devant les géants du monde afin d'avoir des retombées conséquentes pour le continent. Le problème, c'est que c'est des retombées individuelles et minimales comparées à ce que l'Afrique pourrait obtenir. Parce que chaque pays y va selon son propre agenda. On ne raisonne même pas en termes de puissance économique régionale, ce qu'on appelle les CER, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEMAC, etc. Il n'y a pas de position claire commune de l'Afrique. Et quand on négocie face à quelqu'un qui est plus puissant que vous et qu'on a moins de moyens, moins de ressources humaines, moins de ressources techniques, mais qu'on y va en ordre dispersé, on se fait forcément avoir, malheureusement. Alors que les vis-à-vis, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine, la France, les États-Unis, ont des stratégies clairement définies sur le court, le moyen et le long terme. L'Afrique représente autour de 5% du commerce extérieur de l'Inde. Au-delà des relations commerciales et diplomatiques, l'Inde compte développer la coopération sécuritaire avec les pays africains, notamment dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire s'apprête à voter ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. À cette occasion, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, déploie des observateurs. Ils sont 135 envoyés pour superviser le scrutin. Un reportage de notre envoyé spécial El Adjaï. Ils seront 135 observateurs au total répartis sur le territoire ivoirien. Eux, ce sont les observateurs de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ils vont suivre le processus électoral, contrôler les actions des uns et des autres afin d'attester de la transparence du scrutin. Nous avons donc autour de 120 observateurs et nous avons déjà déployé des observateurs, 50 observateurs pour un temps plus long qui vont aller dans toutes les régions et au total nous aurons autour de 135 observateurs. Les observateurs pour donc long terme sur la sécurité, le genre, la loi constitutionnelle, la communication. Le droit. Donc, ils ont déjà commencé à observer la période préélectorale, particulièrement la campagne, et ils ont examiné l'équité sur le terrain. Présente aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis 2010, cette mission d'observation témoigne de la détermination de la CEDEAO dans la résolution de la crise ivoirienne et souhaite accompagner le pays dans la surveillance du scrutin du 25 octobre 2015. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire présentent encore une autre opportunité pour que nous puissions davantage consolider notre expérience démocratique et démontrer au monde, comme nous l'avons pu le faire très tôt au Nigeria, au Togo et en Guinée, que là, la région de la CEDEAO est en train de devenir un point de référence pour des processus démocratiques réussis sur le continent africain. Les 135 observateurs sont venus de 13 États membres de la CEDEAO. Sous la houlette de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, la CEDEAO a lancé un appel aux candidats, aux leaders des partis politiques ainsi qu'à leurs militants afin que le scrutin du 25 octobre se déroule dans la paix et la cohésion sociale. Et retrouvez ce samedi à 19h30 GMT une émission spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire des talents. Et ce dimanche sera également un jour d'élection en Tanzanie. Le président sortant, Jakaya Kikwete, ne se représente pas. C'est John Magufuli, ancien ministre des Travaux publics, qui porte les couleurs de la majorité présidentielle sortante. Un reportage d'envoyé spécial Paul de Singwe. C'est le candidat de la majorité présidentielle. John Magufuli, 55 ans, portera les couleurs du parti au pouvoir lors du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain en Tanzanie. Il a été investi au mois de juillet par sa formation politique, le Chama Cha Mapinduzi, CCM. Nous allons vulgariser l'électricité, améliorer les transports et développer encore plus nos infrastructures. Tout le monde aura accès à l'eau. Si je suis élu, tous ces projets iront à terme. Donnez-moi les moyens de les réaliser. Créé en 1977, ce parti politique dirige la Tanzanie depuis son accession à l'indépendance. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles, dernière en date, les travaux publics. S'il est élu président de la République, John Magufuli promet de renforcer l'économie du pays. Sa recette, réorganiser l'industrie de la Tanzanie par la mise en place de nouvelles usines de production et de transformation dans chaque région, notamment dans le domaine de la pêche et du textile. Il promet également de continuer à moderniser le pays et d'améliorer les conditions de vie des populations.
22,7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche ici en Tanzanie pour élire le futur président de la République. John Magufuli aura face à lui 7 autres candidats, parmi lesquels Edouard Lowassa, l'ancien Premier ministre qui a rejoint les rangs de l'opposition en 2015. La Banque africaine de développement va mettre en place un fonds de facilitation des financements des femmes. 300 millions de dollars y seront consacrés. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a indiqué qu'il s'agissait de la plus importante levée de fonds en faveur des femmes africaines. Oumou Kalsumba. La première édition de la conférence internationale de haut niveau sur l'agriculture et l'agroalimentaire en Afrique, sous l'égide de la Banque africaine de développement, a eu des retombées positives en faveur des femmes africaines. Le président de la BAD a annoncé la mise en place d'un fonds de 300 millions de dollars destiné aux femmes africaines. Selon Akinwumi Adesina, le taux de remboursement des dettes contractées par les femmes est de 98%. De plus, les femmes constituent 70% de la population agricole active. Une initiative salutaire qui doit être suivie de mesures d'accompagnement. Donc, permettre aux femmes africaines de pouvoir mener des activités génératrices de revenus ne peut qu'être salué à ce niveau-là. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que cela soit utilisé dans des secteurs porteurs, productifs, l'agriculture en étant par exemple. Maintenant, il faut également que les taux de remboursement soient à la hauteur, en tout cas, de ce qui est possible, et également faciliter cet accès au crédit de manière à permettre aux plus défavorisés et aux plus motivés de pouvoir mener des activités. Ce projet va favoriser le leadership féminin et l'épanouissement socio-économique des femmes. Selon l'ONU, les 2/3 des entrepreneurs indépendants en Afrique subsaharienne sont des femmes. Cela permet incontestablement de renforcer le leadership féminin en Afrique, de permettre aux femmes d'être davantage indépendantes économiquement parlant et même socialement, ce qu'on peut appeler l'empowerment des femmes, c'est-à-dire renforcer leur pouvoir, renforcer leur indépendance économique et financière et leur permettre d'évoluer dans une société dans laquelle elles prennent de plus en plus de place. Et donc, c'est cela l'intérêt sur ce financement. À l'occasion de la conférence internationale sur l'agriculture, le président de la BAD a aussi pris l'engagement de créer un fonds pour augmenter et accélérer les financements agricoles au sein des pays en partageant les risques avec les banques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.